Bonsoir, la France a désormais une forte chance de se qualifier pour la Coupe du monde de football qui aura lieu aux États-Unis en 1994. Elle a battu Israël par 4-0. C'était prévisible, les Français étaient favoris. Thierry Clopo. En apéritif à Tel Aviv, superbe contrôle en pleine course d'Éric Cantona, dribble, centre parfait pour Jean-Pierre Papin, vol extraordinaire du Milanais et parade de Ginsburg, le gardien de but israélien. La domination française se concrétise ici à la 27e minute par un premier but. Centre parfait de Didier Deschamps pour Éric Cantona. 1-0 pour la France. L'attaquant de Manchester se jette sur ce ballon et ne laisse aucune chance à Ginsburg. En deuxième mi-temps, les Français accentuent le pressing. 62e minute, corner brossé de Paul Le Guen et tête à bout pourtant de Laurent Blanc. 2-0, c'est le 5e but du Nîmois en équipe de France. Des Français euphoriques, 85e minute, à nouveau Paul Le Guen, le capitaine parisien, contrôle orienté dans la surface de Laurent Blanc et de 2 pour le libéraux de l'équipe de France. Un tir que touche légèrement un défenseur israélien. À 1 minute de la fin du match, un coup de chance pour l'équipe de France. À 35 mètres des buts israéliens, Alain Roche s'avance, frappe un tir violent dévié à nouveau par un défenseur. La haute est pleine, 4-0. Grâce à cette victoire, l'équipe de France rejoint la Suède et la Bulgarie en tête du groupe avec 6 points. Prochain match pour les Français, le 27 mars, ce sera en Autriche. Olivier de Kersauzon, qui a entamé un tour du monde à la voile, est en difficulté. Le flotteur tribord de son trimaran est éventré. Le navigateur qui se trouve au large de l'Afrique du Sud pourrait être contraint de rebrousser chemin pour réparation. Alain Escoubet. C'est ici, sur l'avant du flotteur, alors qu'Olivier de Kersauzon entamait son 23e jour de course, que la tuile est arrivée. Il n'y a pas eu de choc, semble-t-il, mais l'avarie est préoccupante. L'avarie est sur l'avant de ce flotteur tribord et le bateau est au près bâbord amur. Donc évidemment, ça va les gêner. Je pense qu'ils vont même peut-être être obligés de prendre la cape pendant les 6 heures qui viennent, parce qu'ils vont avoir vraiment du mauvais temps, ils vont avoir un force 9. Kersauzon a finalement décidé d'alerter la marine nationale sud-africaine car il craint une tempête pour vendredi. Il est obligé, quoi qu'il en soit, de faire demi-tour, direction Cape Town, un voyage qui va lui faire perdre au moins 1 semaine, plus le temps de réparation. C'est pratiquement la fin de l'espoir pour le record en 80 jours. Les policiers du Midi sont heureux, ils ont réussi à arrêter 19 personnes soupçonnées d'avoir participé au casse du siècle le 16 décembre dernier à Toulon. Mais la Banque de France, victime de ce casse, l'est un peu moins. Elle n'a récupéré que 10 millions sur les 160 dérobés. Reportage à Toulon de Patrice Romden et Jean-François Georgetti. Ce bâtiment abrite les locaux de la Banque de France à Toulon. Il abritait aussi une taupe, une femme, cadre de la banque. Elle a récemment tenté d'entrer en contact avec les malfaiteurs. C'est avec les policiers qu'elle s'est trouvée nez à nez. Car depuis 2 mois, ils soupçonnaient le verre d'être dans le fruit. Les braqueurs avaient forcément bénéficié d'une information capitale sur le mode d'accès à la chambre forte. L'ouverture en était programmée et ils le savaient. Ainsi, ils ont pu faire éruption au moment idéal pour vider les coffres le 16 décembre dernier. Butin, 160 millions de francs, le casse du siècle. La complice, une fois identifiée, passe aux aveux. À Cannes, Toulon, Marseille, la police interpelle alors 19 suspects, toujours interrogés alors qu'il est dans les locaux de l'hôtel de police de Toulon. Entamé hier en début de soirée, la garde à vue s'achève demain soir. Ici, derrière la façade de l'hôtel de police de Marseille, le staff du SRPJ qui a guidé l'enquête est partagé. D'un côté, il a conscience d'avoir réalisé, comme il le dit, un bon coup. De l'autre, il ne décolère pas. L'information serait sortie trop tôt, selon lui, à 22 h hier soir. Les policiers auraient préféré travailler dans la discrétion jusqu'à 6 h ce matin. Résultat, certains membres de la bande de braqueurs ont échappé à la vague d'interpellation. Comme le disait tout à l'heure un des commissaires, on ne va pas à la pêche avec un clairon. Le chef en personne serait-il Ripou? Bernard Fafinski, commandant de la police en tenue de Tourcoing, a été inculpé de tentative d'escroquerie, falsification de documents administratifs et de détention d'armes. Il est passé directement du commissariat à la prison. Même heure, même lieu, même manif. Les facteurs parisiens repasseront demain boulevard Montparnasse pour dire leur colère contre les suppressions d'emplois, vous l'avez compris, et ils poursuivent leur grève. Frédéric Rota. C'est ce qui s'appelle en avoir ras la casquette. Le mouvement a démarré il y a quelques jours dans le centre de distribution du 9e arrondissement, menacé par 44 suppressions d'emplois. Ce matin, entre 1000 et 1500 manifestants dans les rues, inquiets des conséquences du plan de restructuration de la Poste, décidé il y a 18 mois. C'est pour
protester contre le projet de restructuration qui vise à supprimer 280 emplois au niveau de Paris et 3000 emplois au niveau national. Le courrier augmente sur Paris, on ne voit pas pourquoi il y aurait des suppressions d'emplois. D'autant plus que ces suppressions d'emplois se traduisent à la fois par les conditions de travail qui pour nous vont être dégradées, mais aussi par le fait que le service public va en prendre un coup. Le mouvement de grève a été suivi à 43% selon la direction, jusqu'à 70% dans certains secteurs selon les syndicats. Grâce à quelques réquisitions internes, aucun bureau de poste n'a fermé ses portes. Seul le courrier n'a pas été distribué dans plusieurs quartiers de Paris. La direction réaffirme la nécessité d'un plan de restructuration, notamment pour des raisons de compétitivité. Un petit geste dans l'après-midi en direction des syndicats, on va réaménager la distribution et préserver 4 emplois dans le 9e. À chaud, ils sentent que c'est une proposition insuffisante. Moi, je considère que c'est une proposition intéressante, mais encore une fois, les négociations ne sont pas rompues et je suis accessible et disponible à continuer les discussions, je dirais, à tout moment. Échec, déception des syndicats, ils décident ce soir de continuer le mouvement. Après la patate, les poissons, les marins pêcheurs bretons imitent les paysans. Ils ont déversé des tonnes de sardines sur le pont de Plougastel. L'objet de cette irritation, la concurrence à leurs yeux déloyale de certains pays. Jacques Deveau. Retour de pêche au Guilvinec. Ici, comme dans tous les ports bretons, la colère gronde. En plein hiver, alors que les captures sont traditionnellement faibles, les cours chutent. 15 francs au lieu de 20 le prix moyen. La cause, des importations massives de pays où les coûts de pêche sont extrêmement bas. Même les espèces nobles n'échappent pas à la crise. Il y a de l'importation de langoustine de l'Irlande et tout ça, bon bah c'est pas normal. Eux ils la vendent à 17 balles, nous on la vend à prix barrage à 21 francs. Bah, c'est sûr que c'est chez eux qu'on va acheter, hein. C'est pas chez nous. Il y a du poisson à 10 balles qui vient d'Argentine, de Chine, du Canada, on ne sait d'où, des noix de coquille Saint-Jacques qui sont à 100 balles ici. Et ça vient à 20 balles chez Leclerc ou je ne sais qui. Moi. Faut comme... La langoustine d'Écosse, comment voulez-vous chez Leclerc. Ils ont des langoustines 2 fois plus grosses que les nôtres et ils sont 10 fois moins chers. Difficile de lutter quand les charges restent les mêmes. Impossible de se rattraper sur la quantité quand depuis des années, le poisson manque. Alors la part de chacun diminue. Pour 15 jours en mer, un matelot va toucher 2500 francs. Combien on gagne là Rien pour le moment. La cloche, j'en ai rien foutu. Rien, c'est nul. Ça c'est tout des bateaux que si vraiment il fallait qu'ils payent tous ce qu'ils doivent, moi compris comme les autres, c'est tout des bateaux qui restent à quai. Regroupés dans un comité de survie, les artisans pêcheurs demandent au pouvoir public de limiter les importations. Pour se faire entendre, ils multiplient les actions, ils ne feront pas grève, aucun ne peut se permettre de laisser son bateau à quai. Les ostréiculteurs de Charente-Maritime respirent en revanche. Ils pourront à nouveau vendre leurs huîtres et coquillages. Il n'y a plus de risque. François Privat. Reprise en douceur cet après-midi des expéditions d'huîtres des côtes de Charente-Maritime. Il faudra probablement attendre la fin de la semaine pour les retrouver dans les assiettes des restaurateurs ou sur les marchés, sans risque aucun bien évidemment pour la santé des consommateurs. Regardez cette huître comme elle est belle. Et alors? Très bonne. Parfaite, une vraie marraine au lairon. Soulagement évident des ostréiculteurs du bassin qui souhaitent reprendre rapidement une activité normale. Sur le plan financier, ils devront jusqu'au mois de septembre supporter les conséquences de cette crise. En revanche, c'est tout de suite qu'il faut gérer les stocks d'huîtres invendus depuis 15 jours. Là, on recharge des huîtres à bord du bateau qui étaient destinées à la commercialisation, mais vu le manque de vente et l'effondrement des cours, on est obligé de les reparquer pour cet été. Donc c'est des huîtres qui seront consommables dans quelques semaines? Ah oui, tout à fait. Dans un mois, 2 mois. Les pertes globales des ostréiculteurs charentais sont évaluées à 200 millions de francs. Mais au-delà des problèmes de trésorerie, ces hommes de la mer redoutent surtout une nouvelle manifestation de ce phénomène qualifié de pollution naturelle qui reste néanmoins inexpliquée. La lutte contre le tabac, ça passe. Les fumeurs ont abdiqué, mais la croisade contre le vin, c'est beaucoup plus difficile dans un pays comme le nôtre. Jean-Pierre Soisson, qui a du flair et peut-être un palais, refuse de signer l'un des décrets mis au point par l'ancien ministre de la Santé, Claude Évin, qui voulait limiter la publicité sur les vins. Éric Monnier. Il y avait déjà eu Michel Charasse, farouche opposant à la loi limitant le tabagisme. Il y a maintenant Jean-Pierre Soisson en héros de la cause viticole. Décidément, cette fameuse loi Évin n'en finit pas de mettre à mal la cohésion gouvernementale. Je considère que ce sont de mauvais textes, du moins ceux qui concernent la publicité sur le vin.
Je ne mets pas dans le même sac tous les textes d'application qui n'apporteront rien à la santé publique, mais qui peuvent pénaliser la viticulture française. En réalité, pourtant votée par le Parlement, la loi est vingt-tarde à voir sa mise en application. Producteurs de vin et santé publique s'opposent en particulier sur le sens à donner à la notion de zone de production, zone où l'affichage publicitaire resterait autorisé. Or, pour les viticulteurs, la France entière est zone de production. La prise de position du ministre de l'Agriculture hier jette encore de l'huile sur le feu. Je suis furieux parce que je trouve vraiment que c'est une réaction démagogique. Je trouve en plus que cette réaction, ça discrédite totalement la politique. Vous savez, je crois que les Français, ils ont vraiment envie d'avoir des hommes politiques qui prennent leurs responsabilités. En refusant de signer l'un de ces décrets d'application, Jean-Pierre Soisson bloque l'ensemble de la loi. À défaut d'avoir pu s'opposer à son vote, le lobby des vins et des spiritueux, ministre en tête, réussit pour l'instant très bien à gagner du temps. On boit un petit verre? On va boire, oui. Tu vas chercher? François Mitterrand dans la mêlée électorale, le chef de l'État sera l'invité demain du 19-20 sur France 3, demain et après-demain, 2 jours de suite. Et pour bien se faire comprendre, le président a choisi de s'adresser directement aux téléspectateurs citoyens. Nathalie Saint-Cric. Je ne fais pas, à proprement dit, une campagne électorale. Je n'ai pas les fausses pudeurs et je n'ai pas les fausses prudences. Ni fausse pudeur, ni fausse prudence. Début 86, François Mitterrand part au combat pour les législatives. Déplacement en province, de meeting chez Pierre Mauroy et Laurent Fabius. Le ton est vif, défense du bilan déjà, attaque claires et nettes contre l'opposition. Il serait tout à fait triste pour la France qu'à tout ce que nous voulons faire s'oppose le programme des riches contre les pauvres. Les riches, les pauvres, tonalité à gauche toute. François Mitterrand virulent est alors aux côtés des socialistes. 93, 7 ans plus tard, le chef de l'État défend toujours son bilan, se déclare, ça et là, garant des acquis sociaux. Mais la forme a changé, le décorum aussi. Débat sur Maastricht, il discute avec les Français. La conversation a remplacé la harangue. Dès demain, le Minitel, l'interactivité, les Français sans intermédiaire. Le peuple de gauche et de droite en prise directe. 86, vont s'annoncer une cohabitation dure, une espèce de pré-campagne présidentielle, dès le résultat connu. Tandis qu'aujourd'hui, du moment que M. François Mitterrand, je ne pense pas, tout le monde peut l'envisager, se représenter à la présidence de la République en 95, je crois que cette cohabitation s'annonce d'une manière complètement différente. Donc il faut, à mon sens, qu'il fortifie la fonction présidentielle, qu'il en fasse quelque chose qui concerne l'ensemble des Français, non pas seulement une partie des Français. Mitterrand simplement président en 93 contre Mitterrand président candidat en 86, du meeting au 36-15 France 3. Le temps a passé. Les réactions à cette intervention présidentielle sont évidemment contrastées et attendues. Satisfaction à gauche, agacement à droite, Thierry. 36-15 Mitterrand sera-t-il combatif ou très prudent? Cela ressemblera-t-il à question pour un champion ou plutôt à faut pas rêver? Ce matin, Conseil des ministres, les participants jaugent le président. Verdict, très en forme. Ça va éclairer les Français. Tout ce qui éclairera les Français est une bonne chose. Que François Mitterrand monte au créneau pendant une campagne noircie par les affaires, salutaire. Ça prouve que le président de la République a des choses à dire, d'abord. Ça ne prouve rien quant à l'état des forces en présence, puisque, comme je viens de le dire, et en 1978, et en 1986, et aujourd'hui, le président de la République, comme son prédécesseur, juge bon de donner son point de vue aux Français. François Mitterrand sur Minitel, un nouvel aveu de faiblesse des socialistes, selon la droite. Valéry Giscard d'Estaing voulait regarder la France au fond des yeux. François Mitterrand veut la toucher par Minitel, plus branché. Mais pour l'opposition, un soir, ça va, 2 soirs, bonjour les dégâts. Il faut traiter cela avec humour. Avec les socialistes, on n'est jamais au bout de nos peines. Finalement, le président est formidablement modeste. Pourquoi simplement 2 soirs de suite? Pourquoi simplement 2 heures? Moi, je suggère au président d'être désormais jusqu'aux élections, tous les soirs à la télévision, pendant 1 heure. Ça serait plus simple, plus logique et plus cohérent avec sa démarche. En jonglant sur le Minitel, François Mitterrand s'offre une chance, toucher les Français. Mais il prend aussi un risque, partager le destin des socialistes. François Mitterrand évoquera largement la situation économique. Il dira peut-être un mot sur le budget de l'État. Le déficit pour 92 serait de 230 milliards de francs. Il commentera sans doute aussi les sondages qui continuent de prédire une large victoire de l'opposition RPR-UDF.
Ils seront 9 devant le tribunal correctionnel, 9 personnes inculpées dans l'affaire du rachat de la société Triangle par Péchinet en 88. Parmi elles, l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, Alain Boublil, et l'homme d'affaires libanais Samir Traboulsi. Ils sont accusés d'avoir été trop bien informés. Cela s'appelle un délit d'initié, délit d'amitié, corrige Alain Boublil. Dominique Verdeillan. Inculpé de délit d'initié en 89, Alain Boublil avait été obligé de démissionner de son poste de directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Finances. 4 ans plus tard, l'homme devenu directeur général adjoint de Framatome est renvoyé par le juge Boisette devant un tribunal correctionnel. Édith Boisette, juge d'instruction, et Jean-Claude Marin, substitut, ont la même lecture du dossier Péchinet. 5 personnes, dont l'ex-patron de la FNAC, Max Terret, sont soupçonnées d'avoir profité de bons tuyaux et d'avoir fait une bonne opération financière. 4 autres personnes, dont le milliardaire libanais Samir Traboulsi, sont eux accusés d'avoir joué les informateurs. Procès politique, répond l'avocat d'Alain Boublil. Et il n'y a aucun élément matériel, je dis bien aucun élément matériel, ni aucun témoignage à ce jour dans l'information contre Alain Boublil. Autrement dit, on n'en sait pas plus sur les faits qu'on lui reproche 4 ans après l'instruction qu'au début. Et si on devait s'en tenir à des considérations purement judiciaires, il est certain qu'un non-lieu aurait été décidé en sa faveur. La seule chose est qu'aujourd'hui, à la date où nous sommes, c'est-à-dire en février 1993, il est beaucoup plus intéressant politiquement, et plus facile surtout politiquement, de renvoyer Boublil en correctionnel que ça n'aurait été en 1989 ou 90. Qui a informé qui est depuis 4 ans la question centrale de cette affaire? Les 9 initiés encourent jusqu'à 2 ans de prison et 5 millions de francs d'amende, et la justice les a déjà prévenus. Le procès devrait avoir lieu avant l'été. Jean-Claude Madrenas, victime d'un attentat le 5 février dernier dans les Pyrénées-Orientales, ne tardera peut-être pas à connaître les commanditaires du crime. 2 suspects ont été arrêtés ce soir à Perpignan et placés en garde à vue. Jean-Claude Madrenas, candidat de l'opposition aux élections législatives, affirme qu'il s'agit d'un attentat politique et malgré l'amputation de sa jambe, entend mener campagne, même de sa chambre d'hôpital. Sandrine Meurck, Gilbert Usan. Un homme politique qui lance sa campagne électorale depuis son lit d'hôpital, les gendarmes à son chevet, l'image est peu banale. La jambe arrachée il y a moins de 2 semaines par un attentat, Jean Madrenas a annoncé qu'il restait en course pour les législatives et qu'il ne céderait pas au chantage. Le candidat UPF est convaincu d'avoir été victime d'une tentative d'intimidation politique. Quand on est soumis à des pressions politiques comme je l'ai été ou à des menaces qui se traduisent par des agressions physiques atroces dans le style de celles que j'ai reçues, si on s'amuse à céder ou si on cède à de telles menaces, je crois que la démocratie, il n'y en a plus. Agressé une première fois lors de son investiture, puis la veille de la venue de Jacques Chirac qui lui apportait son soutien, Jean Madrenas estime être visé en tant que candidat. Mais qui avait intérêt à supprimer le maire de Bages, qui n'occupe pas le devant de la scène politique dans les Pyrénées-Orientales? Ce soir, les enquêteurs ne négligent aucune piste, notamment celle d'une affaire politico-financière. Les Européens attendent avec inquiétude le nouveau discours de Bill Clinton sur sa politique économique. Ils redoutent de sa part un protectionnisme accru. C'est d'ailleurs une tradition chez les présidents démocrates aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle Bruno Durieux, le ministre du Commerce extérieur, s'est rendu là-bas. Il veut éviter une guerre commerciale, mais cette guerre a déjà commencé. L'acier français, par exemple, a du mal à être vendu. Reportage de Léo Lamberton et Marcel Martin. L'hibernation forcée. Michel Longchamp vit à New York. Son métier, vendre aux Américains l'acier français. Fin janvier, les États-Unis décident de fermer leur marché. Résultat, Franco Steel, filiale d'Usinor Sassilor, a vu 80% de son activité gelée. Certes, la guerre de l'acier, c'est le républicain Bush qui l'a déclaré, mais pour Michel Longchamp, l'arrivée de Clinton ne va rien arranger. Les démocrates sont traditionnellement des protectionnistes. Et une partie du personnel dirigeant qui entoure Clinton est connu pour ses vues protectionnistes. Atlanta en Géorgie, ville stratégique pour le commerce international. La plupart des grandes entreprises américaines y ont élu domicile. Ici, on se veut rassurant, personne ne croit au retour du protectionnisme. Je crois que l'économie mondiale est trop complexe, trop imbriquée pour que l'administration Clinton ou toute autre administration puisse revenir à des pratiques protectionnistes. Ça ne marcherait pas aujourd'hui. Martha sera un bon test pour jauger l'administration Clinton. Martha, c'est le métro d'Atlanta. Il y a 15 ans, Alstom vend à la ville une centaine de rames. Aujourd'hui, elles doivent être rénovées. Logiquement, le français partait favori.
jusqu'à ce que le nouveau gouvernement annonce qu'il envisage d'interdire aux Européens l'accès aux marchés fédéraux. En fait, depuis quelques jours, Clinton multiplie les menaces et la communauté française serre les rangs. 2 jours durant à Miami, 150 hommes d'affaires basés aux États-Unis ont tenté de faire le point. Un mot d'ordre, ne pas paniquer. Je crois que ça relève effectivement d'une guéguerre entre l'Europe et les États-Unis. Ça se situe à un niveau, je dirais, tactique, de négociation dans le cadre de la préparation du GATT. Mais en ce qui concerne le commerce courant, celui qui est pratiqué par les PME, par les grandes entreprises européennes, à partir du moment où vous avez des filiales, il est possible et tout à fait envisageable de produire ou d'exporter aux États-Unis. Bruno Durieux est moins optimiste. Le ministre français du Commerce extérieur a rencontré son homologue à Washington. Résultat, les Américains ont beau jurer qu'ils ne sont pas protectionnistes, ils n'en sont plus très loin. Nos amis américains ont l'air de considérer que la loi américaine prévaut sur les engagements internationaux. Cette manière unilatérale de procéder n'est pas acceptable pour les partenaires des États-Unis et surtout, c'est un moyen de se rapprocher dangereusement du protectionnisme parce que entre le protectionnisme et l'unilatéralisme, la marge est très étroite. Ici aux États-Unis, beaucoup pensent que les 12 prochains mois seront des mois de tourmente commerciale. 12 mois, le temps que Bill Clinton s'affirme politiquement et donne des gages à son électorat. Mais personne ne croit qu'il prendra le risque d'une guerre commerciale, car tout le monde y laisserait des plumes, l'Amérique aussi. Le Premier ministre algérien Belaïd Abdesselam arrivera demain à Paris. Il aura l'occasion d'informer les dirigeants français sur la gravité de la situation dans son pays. Les intégristes ont déclaré une véritable guerre au pouvoir. Le nombre de militants arrêtés et des armes découvertes en témoigne. Il ne se passe plus un jour sans qu'un policier ne soit tué ou blessé. Ce soir encore, près de Médéa, 4 militaires ont été abattus. Ils étaient tombés dans une embuscade tendue par un commando. La Bosnie, mise en quarantaine par la volonté même de ses dirigeants, ils refusent toute aide alimentaire pour contraindre la communauté internationale à intervenir plus directement. Mais l'ONU, dans ces conditions, préfère suspendre toutes les opérations de secours. Et qui en subit les conséquences? Les civils, bien sûr. Dorothée Oliéric. Une pluie d'obus sur Sarajevo et pas n'importe où, au plein cœur de la capitale. La cible du jour, la principale boulangerie de la ville. Pas de fioul, pas d'électricité, pas de pain et depuis plusieurs jours, un mot d'ordre du gouvernement bosniaque interdisant l'aide humanitaire pour Sarajevo. Autre cible du jour, l'hôpital Kosevo, bilan de blessés. Chaque jour, les taux se resserrent autour de la capitale assiégée. À Stoup, banlieue stratégique située juste au nord de l'aéroport, combats et bombardements s'intensifient. La chute de Stoup signifierait que des zones du centre de Sarajevo seraient accessibles aux tirs à courte portée des Serbes. Un peu plus loin, les Serbes ont continué de bloquer les convois d'aide alimentaire du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Ce soir, les Nations Unies ont décidé de suspendre plusieurs de ces opérations en Bosnie-Herzégovine. Il est manifeste, disent les responsables, que l'humanitaire est lié au conflit politique. Pour l'ONU, qui porte assistance depuis des mois à des millions de réfugiés, les hommes politiques, en empêchant l'aide alimentaire, viennent tout simplement de condamner les victimes à vivre sans leur aide. Pékin veut faire oublier le massacre de la place Tiananmen. Les 2 derniers étudiants du printemps de Pékin qui étaient en prison ont été libérés. C'est ce qu'affirme l'agence Chine Nouvelle. A été également relâché l'évêque catholique de la ville. Sa détention n'avait pas de lien avec les manifestations de 89. Mais plusieurs pays réclamaient la liberté de culte en Chine, et comme la Chine a besoin de contrats. Qui peut encore prétendre que la télé n'est pas diabolique? Elle réussit désormais à marier le réel et l'imaginaire, à offrir par exemple au père Di Falco, le porte-parole de l'épiscopat, une promenade dans une église qui a disparu il y a 2 siècles, à Cluny. Geneviève Moll nous raconte ce miracle qui s'est produit au salon Imagina de Monaco. Vous prenez un curé de choc, le père Di Falco. Vous lui mettez sur la tête à Monte-Carlo un casque bourré d'électronique et dans la main, une manette qui va lui permettre de se déplacer. De se déplacer dans un lieu qui n'existe plus, l'église abbatiale de Cluny, détruite en 1798. Vous lui donnez pour guide une jeune femme pareillement équipée qui, elle, est à Paris. Dominique Vintin, conservatrice de Cluny, lui fait visiter l'église virtuelle, bien sûr. Avec cette colonnade très importante, constituée de colonnes de marbre vert, peut-être des colonnes antiques importées d'Italie, supportant des chapiteaux que nous voyons ici, une série de 8 chapiteaux qui constituent aujourd'hui, qui ont tous été sauvés et qui constituent aujourd'hui un des chefs-d'œuvre de la sculpture romane française. Comment l'opération est-elle possible? D'abord, IBM a reconstitué en images de synthèse la plus grande église du Moyen-Âge.
Ensuite, une équipe d'ingénieurs électroniciens spécialisés a pensé à insérer des personnages réels dans les images de synthèse. C'est cela la télévirtualité. Enfin, il faut une liaison téléphonique normale. À la sortie, le père Di Falco est devenu un curé du XXIe siècle. La seule chose que j'ai envie de dire, qui me vient spontanément, c'est l'admiration pour tous ceux qui ont réalisé ce travail et finalement pour le génie humain qui est capable de permettre de visiter un lieu qui n'existe plus à deux personnes qui se trouvent à 800 ou 900 km de distance et de parler ensemble. Cette expérience extraordinaire ne servira pas seulement aux jeux vidéo, les chirurgiens s'y intéressent déjà. De cette fresque qui a été également... Un parlementaire, Jacques Godefroy, a trouvé un moyen original d'ausculter la société française. Au diable les sondages et les enquêtes statistiques en tout genre. Il a préféré inviter Ménie Grégoire et lui a demandé d'apporter dans son cabas des milliers de lettres qu'elle détient, lettres de Français et de Françaises qui ont des bleus à l'âme. Valérie Gaget. Ménie Grégoire, suite. Allô? Allô? Oh, je vous entends très mal. Oui, bonjour. On ne m'entend pas? C'est un comble pour une femme de radio. 12 ans séparent ces deux images, mais dans les salons de l'Assemblée nationale, Ménie Grégoire a retrouvé les éternels problèmes de micro. Elle était invitée hier par un député en tant que grand témoin des évolutions de la société française. À la période de prospérité, à la période de facilité, on ne me parlait que de son bonheur, de son malheur, de son équilibre, de ses opinions, de ce qui changeait, de toutes sortes de choses qui étaient la vie privée. Et puis, brusquement, vers 78-79, c'est passé au deuxième plan, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Est arrivé les problèmes économiques, est arrivé le chômage des jeunes, la peur du lendemain, le vieillissement de la population, les problèmes des vieux. Pendant 14 ans sur les ondes d'RTL et depuis 6 ans dans les colonnes de France Soir, Ménie recueille des confessions. Elle a conservé toutes les lettres, tous les enregistrements. Deux sociologues étudient actuellement ces milliers de documents qu'elle a versés aux archives de Tours. Vous êtes amoureux? Ah oui, exactement. Les historiens, les ethnologues, les anthropologues, les linguistes trouveront là un matériel absolument inédit. Alors, pour ce qui est de la sociologie, il y a des informations considérables sur l'univers domestique, sur la morale domestique, sur les transformations de la famille. Éternelle confidente, Ménie se veut aussi le porte-voix des gens ordinaires auprès des politiques. France 2 vous offre à partir de ce soir une nouvelle série. Le héros ne sera ni flic, ni truand, ni martien, ni américain. Il est français. Il est instit, tout simplement. Bonsoir Gérard Klein. Bonsoir. C'est vous l'instit? C'est moi l'instit, oui. Alors... Regardez Ménie Grégoire, il ne vieillit pas. Hein. Vous non plus. On ne fait pas le même métier. Vous êtes encore tout jeune. Alors le premier épisode s'appelle... Ça s'appelle Les chiens et les loups. Il est de François Luciani. François Luciani, écrit par Didier Cohen et François Luciani. On l'a tourné dans la Drôme. Et justement, alors, avant de poursuivre notre conversation, on va regarder le tournage du tournage par Marie-Hélène Bonneau et Patrick Bois. Regardons. Je me demande qui a construit cette petite merveille. Mais puisque l'aéronautique semble vous passionner, je crois qu'on va remettre à plus tard la leçon sur les pourcentages, d'accord? Ouais! On va faire quoi à la place, monsieur? Bonne question. Est-ce que tu sais pourquoi ça vole un avion? Parce que ça les aide, monsieur. Pas bête, Jérôme. Ça les aide, ça suffit pas, faut aussi un turboréacteur. Et il est bien, Gérard Klein, en instituteur? Oui, très bien. Tu crois qu'il y en a qui lui ressemblent? Non, pas trop. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en général, ils sont pas... Bon, il y en a qui déconnent pas autant, quoi, donc... pas la même chose. Gérard aime s'amuser avec les enfants. Donc, ça lui va comme un gant, ce personnage, quoi. C'est tout à fait ça, quoi, pour lui. Le village de Soult, dans la Drôme, rebaptisé Aigle-et-Loup. Le vieil instituteur a été assassiné. On accuse Manu. Il n'est pas d'ici. Il est l'étranger. Victor Novak, l'instit remplaçant, s'insurge avec l'aide des enfants contre l'injustice. Chronique du racisme ordinaire. Vous faites quoi, là? Vous faites quoi, un western? Un bon conseil, Victor, ne venez pas vous occuper des affaires de la commune. L'école, c'est par là. Occupez-vous des enfants, c'est tout ce qu'on vous demande. Tu prends pas ça? Vas-y. Casse-moi la gueule, hein. Qu'est-ce que t'attends? C'est un film contre le mécanisme qui va vers l'exclusion. C'est ça que je dirais plus précisément cela qu'un film antiraciste. C'est plus un film qui démontre lentement mais sûrement le mécanisme qui pousse
à refuser l'autre dans la vie sociale. L'Instit, un héros sans flingue, au service de l'école publique et laïque. On le retrouvera au hasard d'autres histoires dans d'autres écoles qui ont un parfum d'enfance. Alors je reprends le terme de Marie-Hélène, un héros. Bon, on peut garder ce terme, mais dans ce film, vous n'êtes pas le surhomme, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les séries. Non, justement, un instituteur, c'est pas un surhomme. Un surhomme, c'est, enfin, ce qu'on voit dans les séries, ce sont des garçons qui ont des belles femmes, très belles femmes avec eux, des très très belles voitures, un revolver sous l'aisselle, c'est souvent des flics. Or, un instituteur, c'est pas du tout ça. Il peut avoir une très belle femme, bien sûr, une très belle voiture, peut-être pas parce qu'il faut être riche. Un institut, ça gagne pas beaucoup de sous. Donc, au départ, ces gens-là, les instituteurs, savent qu'ils sont jamais milliardaires. Alors, ça libère beaucoup de cases dans le cerveau pour penser à autre chose, quand on ne pense plus à l'argent et à la réussite sociale. Donc, ce sont des gens qui, c'est vrai, s'intéressent aux enfants, sont passionnés, pour certains, vraiment passionnés. Et puis, ce sont des gens qui prennent des tout petits enfants et qui essaient tout doucement de les sortir de chez papa et maman et les amener dans la société, c'est-à-dire leur apprendre des gestes. Vous en parlez avec beaucoup de tendresse. J'ai l'impression que ce film a au moins une vertu, c'est qu'il va réhabiliter un métier qui est souvent ignoré, pour ne pas dire plus. Oui, parce que moi je dis souvent en rigolant, quand dans un dîner vous dites ma femme est prof, ça fait bien. Et si une femme dit mon mari il est institut, on va tout de suite un gars avec des pinces à vélo arriver. Et il y a quand même un peu cette connotation, quoi, c'est-à-dire peuple entre guillemets. Alors ce qui est beau dans ce film, c'est la relation entre l'instit et les enfants. Vous allez tout au long de cette histoire, que je ne vais pas raconter, et qui porte sur la vie ordinaire dans un village ordinaire, oui. Vous allez aider comme instit les enfants à les protéger en quelque sorte contre la perversion des grands. Mais ça c'est dans la vie en général, hein. Ce qui est bien quand on tourne avec des enfants, justement, c'est que ce sont des êtres relativement neufs, tout neufs. Donc il n'y a pas l'espèce de préméditation d'un acteur en général, c'est pas méchant hein, ce que je dis, qui se regarde jouer en disant est-ce que je vais être bien, est-ce que je suis beau, est-ce que je vais être bon, quoi. Donc c'est complètement naturel. Et c'est vrai que l'institut dans ce film-là essaie d'isoler un peu les enfants de cette triste histoire qui s'est passée avec les loups. Mais l'histoire, elle se passe avec des gens tout à fait ordinaires. Des gens gentils, le boulanger, c'est Fred Persson, il est gentil, il est très gentil. Bon, Roger Souza qui fait le méchant, lui, il est vraiment méchant, il boit beaucoup. Oui. Tous les autres sont des gens gentils. Oh ben il est gentil, on dit. Allez, on sort du film un instant, oui. On parle de vous, qui n'êtes pas un homme ordinaire. Moi, je me souviens de vous comme animateur. Oui. À la radio. À la radio. Ben, j'ai refait un petit coup cet été sur France Inter avec mon cheval, parce que j'aime bien mon cheval. Et j'ai revu mon cheval, mais j'ai jamais revu personne de France Inter. Alors c'est bizarre. J'étais allé me promener en France. Vous savez qu'à Paris, il y a la région parisienne. Je radote avec ça, mais c'est vrai. Mais autour de ce gros noyau de population, il y a la France. Et ça fait plein de gens, et ça fait plein de petits chemins, plein de campagnes, plein de villages comme celui qu'on a vu. Et moi, j'aime vraiment y aller. Et vous ne regrettez pas d'être sorti de ce milieu un petit peu parisien, un petit peu mondain? Non, pas du tout. Mais j'aime bien les gens qui constituent le métier, mais c'est l'environnement parisien. Il y a beaucoup trop de monde pour moi et trop de voitures. Je suis sensible à ça. Hein. Prochain épisode de l'Institut? Le prochain, il a été tourné par Jean-Louis Bertuccelli à Avallon. C'est pleurant, comme dit ma femme, c'est pleurant. Elle a inventé ça et ça fait vraiment pleurer. Merci Gérard Klein, on vous retrouve évidemment tout à l'heure à 20h50 dans l'Institut. Merci. Avant de nous séparer, je voudrais vous faire entendre la réaction de Gérard Rouillet, l'entraîneur de l'équipe de France, satisfait évidemment de la victoire de l'équipe de France contre Israël, 4-0. Il s'agit de football. Écoutons Gérard Rouillet. Je crois que l'équipe a fait un match d'une très très bonne intensité et surtout avec une homogénéité qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps. On a eu 2-3 moments difficiles, mais le reste du temps, il y a eu des actions spectaculaires, il y a eu des gestes de qualité spectaculaires. Et même si on marque sur la fin, je pense que le score de 4-0 reflète un petit peu notre domination. Soulagé d'avoir passé ce cap? Oui, parce qu'il fallait le faire. Et petit à petit, on sort du tunnel, on va de mieux en mieux, et tant mieux. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, Sophie Davant vous parlera du temps. Ensuite, l'Instit avec Gérard Klein. Le dernier journal vous sera présenté par Catherine Sellac à 23h10. Demain, Daniel Duigou recevra à 7h50 Charles Millon, le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Hervé Claude vous présentera demain soir le journal à 20h. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.